Tout principe a une exception. Et donc, il y a des situations où le coup d'État est justifié. Ces valeurs locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité. Bola Ahmed Tinubu, reconduit à la tête de la CEDEAO. Faure Gnassingbé et Diomaye Faye mis en mission pour négocier les formalités de coopération entre la CEDEAO et l'AES, en gros, et la Confédération des États du Sahel. C'est un tweet de Nathalie Yamb. Et maintenant, en commentaire, il y a quelqu'un qui dit quelle coopération. L'AES n'a pas besoin de leur coopération à la con. Hein. Et elle a répondu, lol, l'émotion est mauvaise conseillère en politique. Les formalités liées à la circulation des biens et des personnes seront discutées. Et effectivement, c'est normal, vu qu'ils ne peuvent pas simplement se séparer. On parle quand même d'un grand ensemble, hein, parce que la CEDEAO avec l'AES, regardez ce que ça donne. C'est gigantesque, c'est très impressionnant. Ouais, c'est grand. Et maintenant, la CEDEAO sans l'AES, on dirait peut-être qu'ils ont perdu pratiquement la moitié de leur territoire. C'est beaucoup moins. Mais or, vous voyez comme ils sont très liés. Ils ne peuvent pas simplement arrêter de discuter du jour au lendemain comme ça. Ce n'est pas possible. Et aussi, il y a quand même un passif qu'il faut régler, comme celui des différentes sanctions imposées, de la douleur qu'ils ont ressentie, etc. Là, c'est l'extrait d'une interview où Sonko disait que parfois, il y a des coups d'État qui sont nécessaires. On va écouter ça. Son Excellence président Diomaye Faye, puisque vous soutenez la CEDEAO et êtes prêt à tout pour réintégrer l'AES dans cette organisation moribonde, écoutez les déclarations de votre propre Premier ministre qui affirmait que parfois les coups d'État peuvent être justifiés. Pourtant, comme vous, c'est un démocrate. J'ai sorti un communiqué pour dire ma position. Je condamne fermement cette fumisterie de la CEDEAO et de l'UEMOA. D'ailleurs, l'UEMOA n'a pas vocation à faire ce genre de sanctions. L'UEMOA est une union économique et monétaire. Ce n'est pas une union politique. Elle n'a pas le pouvoir de le faire. La CEDEAO, comme je l'ai dit, tôt ou tard, il va falloir la remettre en place ou la dissoudre. Il commence à se détacher des présidents qui, même s'ils sont arrivés au pouvoir dans les conditions qui ne sont pas les conditions idéales, parce que personne d'entre nous n'encourage le coup d'État. Mais, vous savez, tout principe a une exception. Tout principe. On te dit, toi, musulman, tu ne dois pas manger de la viande de porc. Tu te retrouves en plein désert. Tu n'as plus quoi manger. Tu vas mourir de faim alors qu'il y a un porc qui passe. Si tu le fais, tu t'es suicidé. Tout principe a une exception. Et donc, il y a des situations où le coup d'État est justifié. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas opposer la volonté de tout un peuple aux desiderata et aux caprices d'une seule personne et de sa famille. Pour que vous compreniez bien l'affaire, lors de leur dernier sommet à Abuja au Nigeria ce dimanche, les chefs d'État de la CEDEAO ont chargé le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye de jouer le rôle de médiateur entre les leaders de l'Alliance des États du Sahel et l'organisation régionale qui souhaite leur réintégration. La CEDEAO, organe dirigé par la France et les États-Unis, envoie un jeune président qui a une aura révolutionnaire pour dire à des gens qu'ils ont menacé et puni pour la simple raison de vouloir le bien de leur peuple, de revenir dans cette organisation qui est extrêmement dangereuse pour eux. Et ils pensent que ça va aboutir. Bravo. Et ce n'est pas comme s'ils ne l'ont pas prévenu. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, l'a dit que la CEDEAO était devenue un danger existentiel pour le peuple du Mali. Donc, cette tâche s'annonce clairement compliquée pour le nouveau président sénégalais, étant donné les divergences apparentes entre les deux groupes désormais présents en Afrique de l'Ouest. Depuis quelques mois, la CEDEAO tente de les ramener dans le groupe et a récemment même adouci sa position en levant la plupart des sanctions. Toutefois, les leaders de ces trois nations ont déclaré que leur décision était irrévocable. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'expression irrévocable. Donc, ils doivent simplement composer avec. À la fin du mois de mai, Bassirou Diomaye Faye, fraîchement élu à la présidence du Sénégal, a entrepris une tournée dans les trois pays pour essayer de convaincre les dirigeants militaires de revenir sur leurs décisions. Cependant, ces derniers restent fermes
sur la voie qu'ils ont choisie. Quels sont les arguments que la CEDEAO avance pour les convaincre? Omar Alieu Touré, le monsieur que vous voyez à l'image là, c'est le président de la commission de la CEDEAO et il a déclaré que le retrait de ces 3 pays porte un coup dur à la coopération en matière de sécurité, en particulier en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Selon lui, cette décision pourrait menacer l'intégrité de l'organisation et en effet, cela pourrait conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale car les pays ne pourront plus bénéficier du soutien du bloc en cas de candidature de leur citoyenneté à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations Unies ou encore d'autres organismes similaires. Touré, donc, le monsieur que vous voyez, a également souligné que le retrait des pays de l'AES affectera les conditions de voyage et d'immigration de leurs citoyens, qui auront désormais besoin de visas pour se déplacer dans la sous-région. De plus, les ressortissants de ces pays ne pourront plus bénéficier des facilités offertes par la CEDEAO pour la création d'entreprises. Sur le plan économique et financier, le retrait de ces 3 États pourrait entraîner l'arrêt et la suspension, fatalement, de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans ces pays dont la valeur est estimée à plus de 50 millions de dollars américains. Pourquoi n'ont-ils pas pensé, et moi c'est maintenant la question que je vais poser à lui et aux autres, pourquoi est-ce que la CEDEAO, lui en tant que représentant et les autres présidents, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pensé à toutes ces conséquences quand ils menaçaient d'intervenir militairement? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pensé à ça quand ils appliquaient des sanctions illégales et inhumaines? Au Niger, durant cette même période de l'année dernière, dans les juillet là, les produits de première nécessité ne pouvaient pas entrer dans le pays. Je dis exactement dans la même période si l'année dernière, en milieu d'année comme ça, les produits de première nécessité ne pouvaient pas entrer dans le pays. Combien de gens sont morts dans les hôpitaux de maladies qu'on pouvait très bien soigner, mais il n'y avait pas le matériel, mais il n'y avait pas les médicaments? Combien de personnes ont été handicapées à vie à cause de ces sanctions? Pourquoi la force armée de la CEDEAO n'est jamais intervenue pour aider à la lutte antiterroriste, mais était prête à attaquer le Niger? Pourquoi la CEDEAO permet des coups d'État constitutionnels qui sont bien plus violents que des coups d'État militaires? Pourquoi c'est seulement quand les dirigeants de l'AES ont refusé de travailler pour l'Occident que leurs problèmes se sont aggravés? Donc, pendant toutes ces périodes, ils ne se disaient pas que, bon, peut-être que ça allait avoir des conséquences. Maintenant, ils veulent faire passer les dirigeants de l'AES pour les méchants, pour les fauteurs de troubles de l'histoire, alors que c'est la CEDEAO qui est responsable de la situation actuelle. En plus du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, chargé de négocier avec les dirigeants militaires de l'AES, la CEDEAO a également envoyé le président togolais Faure Gnassingbé pour assister Diomaye Faye dans sa mission. La CEDEAO a aussi salué l'initiative du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, pour son soutien aux efforts de facilitation entre la CEDEAO et plus particulièrement le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré. Le bloc régional a ainsi mandaté ses chefs d'État pour trouver des compromis avec les pays de la Confédération des États du Sahel à ce niveau, réduire les sanctions et apaiser les susceptibilités entre les 2 grands groupes. L'attitude du président sénégalais a été déterminante dans son choix pour mener les négociations en gros. Sa personnalité constitue un atout majeur pour engendrer des discussions crédibles avec toutes les parties prenantes. Vous comprenez donc qu'on profite de lui, je mets ça entre guillemets parce que ça ne doit pas vous choquer. C'est normal en géopolitique et c'est même d'ailleurs normal dans toute interaction humaine. Certains parlent mieux à d'autres, certaines réussissent à mieux comprendre et faire avec les personnalités de l'autre, c'est naturel. Quand je parle de « on profite de lui », ce n'est pas ici négatif. C'est simplement pour faire comprendre que c'est une stratégie comme une autre qui a été adoptée et c'est une stratégie plutôt intelligente même. Parce que je vois difficilement un président comme Patrice Talon mener ce genre de négociation. La mission confiée à Bassirou Diomaye Faye est particulièrement complexe, voire impossible même, compte tenu de l'évolution actuelle des événements. La force militaire de 5000 hommes annoncée par le bloc ouest africain pour lutter contre le terrorisme et manifester sa solidarité avec les 3 États était où avant? C'était où avant? Là maintenant il annonce et puis tout le monde est ok, mais c'était où avant? Pendant que leur peuple mourait, on n'avait pas parlé de ces 5000 hommes. Maintenant la CEDEAO veut faire considérer ces 5000 hommes comme étant une initiative positive. Ils espèrent que l'Alliance des États du Sahel ne se renfermera pas sur elle-même en rejetant donc cette ouverture qui est en fait la gueule du loup littéralement parce que c'est un appât. Non, voici 5000 hommes, on va vous soutenir dans votre lutte contre le terrorisme. La mission confiée au président Diomaye Faye de réintégrer le Mali, le Niger et le Burkina Faso est même plus qu'un défi, tellement la volonté de rupture politique est présente.
Mais le chef de l'État sénégalais possède aussi des atouts. Par exemple, il est considéré comme un dirigeant crédible et légitime, ayant remporté des élections certifiées cette année, ce qui contraste beaucoup quand même avec les scrutins truqués de la région en règle générale. Mais bon, ce n'est pas parce qu'il est légitime que ça veut dire qu'il n'a pas fait de deal et que les autres dirigeants ne savent pas quelle était la nature de ce deal-là. Voilà. Avec son jeune âge aussi, Bassirou Diomaye Faye peut essayer d'établir un dialogue et une compréhension mutuelle avec les autres dirigeants de l'AES qui appartiennent presque tous à la même génération. Vraiment, ils ont à peu près le même âge. Par exemple, Assimi Goïta a 41 ans, Ibrahim Traoré a 36 ans, Diomaye Faye, lui, il a 44 ans. C'est Tchani qui est un peu le papa de la bande, quoi, parce que lui, il a 60 ans au compteur. Donc, ils partent du principe qu'avec la proximité générationnelle, la conversation sera beaucoup plus fluide. Ensuite, le président Faye a déjà entamé une révision des relations économiques et politiques de son pays avec les partenaires occidentaux traditionnels, ce qui répond aux préoccupations des 3 pays concernant l'ingérence étrangère. Cette approche pourrait permettre de trouver un terrain d'entente et d'établir la confiance entre les pays, mais bon, une fois de plus, entamer des révisions et acter le changement, c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. J'entame les révisions et j'ai acté le changement. On est d'accord que ça ne veut pas dire la même chose, n'est-ce pas? Le prédécesseur de Diomaye Faye, l'ancien président Macky Sall, avait également entamé un premier changement dans la politique étrangère sénégalaise au sein de la CEDEAO. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? D'ailleurs, son allégeance même pour l'Occident était encore bétonnière, elle était très solide. Le président Faye a souligné que son appel à revoir et reformer la CEDEAO est partiellement entendu. Partiellement, car l'organisation a mentionné dans son communiqué qu'elle révisera le texte portant protocole additionnel. Vous voyez? Et là encore, il y a quelque chose à dire. Dans cette affaire, à aucun moment la CEDEAO n'a respecté ses textes protocolaires de base, puisque les sanctions et les actions qui ont mené à cette situation étaient déjà illégales, donc ne faisaient pas partie de leurs attributions. Maintenant, l'organisation a parlé au futur. Ils vont réviser. Ce n'est pas encore fait. Donc, il y a 2 problèmes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir confiance à une organisation qui n'a de base pas respecté ses textes. Et le deuxième problème, c'est qu'ils n'ont pas encore changé. Et ils parlent d'un futur incertain. Sauf qu'ils demandent à des pays victimes de leur faire confiance sur la base de rien. Ça veut dire qu'en ce moment, ce n'est pas possible. Ça devient très compliqué. Des gens ont même suggéré de remettre à plus tard toutes les sanctions, absolument toutes, et que la CEDEAO doit faciliter son action de facilitation en collaborant étroitement avec les présidents de la République islamique de Mauritanie qui assurent donc la présidence de l'Union africaine. Parce que, selon eux, les sages du continent, y compris d'anciens chefs d'État et de gouvernement, peuvent jouer un rôle crucial pour ramener les 3 États du Sahel dans la CEDEAO. Je pense qu'avec ou sans cette approche collective et sage, l'échec de la mission de négociation de Bassirou Diomaye Faye et de ses collègues sera inévitable. La CEDEAO a trop fait. Il y a eu trop de casse. La volonté des pays de l'AES de sortir de toute influence occidentale et de se concentrer sur leur évolution est trop grande. Vraiment, c'est trop puissant pour qu'ils abandonnent ça comme ça. Écoutons l'allocution d'Ibrahim Traoré. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître.
Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Les gars ne sont absolument plus dans une dynamique où il faut discuter, où il faut négocier. D'ailleurs, il y a le communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel qui a fait une publication, qui a fait un communiqué. Et bon, voici la version écrite. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont suivi par voie de presse les délibérations publiques de la 65e session ordinaire de la Confédération des chefs des États et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, tenue le 7 juillet 2024 à Abuja. Au cours de ce sommet, la Commission de l'Union africaine, UA, en charge des affaires politiques, paix et sécurité, s'exprimant au nom du président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré que le retrait de 3 pays de la CEDEAO est inacceptable pour l'Union africaine et nous croyons en une seule CEDEAO. Ce jugement de valeur est aussi surprenant qu'inhabituel de la part d'un fonctionnaire statutaire, dont les missions et les attributions ne lui confèrent aucun droit d'ingérence dans les affaires intérieures des États membres de l'Union africaine. Par conséquent, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel désapprouvent et condamnent avec la dernière rigueur cette attitude contraire au devoir de réserve et à l'obligation d'impartialité qui incombe à tout fonctionnaire d'une organisation intergouvernementale. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel rappellent que, conformément au communiqué conjoint du 28 janvier 2024 des États membres de l'AES, suivi des notifications nationales transmises à la Commission de la CEDEAO, le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO est une décision souveraine et conforme aux dispositions du traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993. L'approbation d'un acteur tierce ne s'inscrit pas dans la dynamique responsable de la Confédération des États du Sahel, dont la priorité est et demeure la préservation de l'intégrité territoriale de ses États membres et la défense des intérêts vitaux de ses populations. À ce titre, toute appréciation de cette discussion souveraine constitue une ingérence dans les affaires intérieures des États membres de la Confédération des États du Sahel et une violation des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et du droit international. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel demandent à la Commission de l'Union africaine d'indiquer la décision ou l'acte d'un des organes politiques de l'Union africaine sur laquelle elle se fonde pour faire de telles affirmations. Et le communiqué continue ici. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel regrettent par ailleurs les jugements de valeur à géométrie variable de la Commission qui n'avait pas cru utile en 2000 de juger inacceptable le retrait d'un précédent membre de la CEDEAO. Cette prise de position inappropriée, inopportune et contre-productive est contraire aux principes, aux règles et à la pratique de l'Union africaine. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel rappellent que le Burkina, le Mali et le Niger ont, depuis les premières années des indépendances, étaient à la pointe du combat pour l'unité du continent.
la défense de sa dignité et la réalisation d'une véritable intégration africaine. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel réitèrent la disponibilité de la Confédération à coopérer avec la Commission et autres organes de l'Union africaine dans le respect strict des choix souverains de ses États membres et des textes de l'organisation continentale. Au regard de la gravité des faits et du précédent regrettable qui pourrait en découler, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel en appellent aux organes politiques intergouvernementaux, à savoir la conférence des chefs d'État de gouvernement, le conseiller exécutif et le conseiller paix et sécurité, afin qu'ils veillent au respect scrupuleux de la souveraineté des États membres. Fait à Ouagadougou, Bamako et Niamey le 11 juillet 2024. Donc c'était hier. Cette annonce date d'hier. Vous voyez donc que même quand ils veulent faire un effort, il y a toujours des gens qui arrivent à venir les énerver. Malgré tout ce qu'ils disent et malgré le fait qu'ils sont extrêmement déterminés dans leur besoin vital de libérer l'Afrique, de libérer leur peuple et d'assurer un avenir beaucoup plus reluisant pour leur peuple. Là où d'autres se contentent, comme ils disaient, d'obéir. Et c'est là même le véritable problème. C'est là la véritable fracture. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.